Et coucou, bienvenue dans Ciné Snacks, la chronique des séries B, du cinéma culte et des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. En ma compagnie se tient Olivier. Coucou. Ça va Olivier ? Bah ça va, ça va, ça va. Ça irait mieux si j'avais pas vu ce film, mais ça va. Bon, on va le présenter, après tu pourras cracher ta haine. Ouais. Réalisé en 1988 par Jag Mundra, Jack O'Lantern, ou La Nuit d'Halloween en français, est un film d'horreur petit budget, très petit budget même, qui mélange des scènes d'horreur qui font pas peur, des scènes de nu de mauvais goût et des dialogues complètement lunaires. La production de ce film a été marquée par pas mal de soucis. D'après une personne qui a travaillé sur le set, la moitié de l'équipe technique a démissionné le premier jour du tournage. Bah faut dire en fait que le pauvre petit Mundra, en fait, c'est l'argent que sa grand-mère lui avait donné qui lui a permis apparemment de développer ce film. Personne du coup n'était suffisamment payé, tu vois. Le producteur et le réalisateur sont indiens. Ils ont tous les deux bossé en Inde. Visiblement, Peut-être que payer les gens en roupies, c'était pas la bonne idée. le passage sur le continent américain, ça leur a pas trop réussi. Alors, pour commencer, Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Moi j'ai bien aimé le film, mais peut-être plus les à côté du film, le fait d'être avec des potes, boire des coups, tu vois, en attendant ce petit truc où clairement si tu vas te chercher une bière au frigo, tu vas revenir, tu vas te souvenir, tu vas comprendre le scénar. Tu vois, t'auras oublié un truc, bon, c'est pas grave. Par contre, tu risques de rater des scènes incroyables. Le grand-père. Oui, le grand-père. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que certes, il se passe pas grand-chose, mais à chaque scène, tu peux trouver une erreur. Il y a une connerie, il y a quelqu'un qui a un texte qui a pas de sens, il y a un déguisement qui est bizarre, il y a parfois juste le choix d'acteur qui est catastrophique. Le grand-père. Un truc aussi que je vais dire avant qu'on démarre, si jamais vous suivez un peu YouTube, vous savez que l'algorithme YouTube pose régulièrement des problèmes et que du coup, il y a pas mal de chaînes qui disent « Ah, on a perdu des vues ». Et est-ce que c'est notre cas ? Oui. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour modifier ? Non. J'ai choisi un film avec plein de nudité, histoire qu'on se fasse bien strike. Je veux dire qu'on est quand même passé de 2 vues à 1, mais c'est juste parce que j'ai pas cliqué la semaine dernière. Non, c'est... Ta mère regarde toujours, mais la mienne m'a dit non, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous ferez jamais aussi bien que Karim Debache. Bref. Ok, on démarre avec l'enfance de Tommy. Au début du film, un camion rempli de citrouilles s'arrête devant une maison. Le conducteur, c'est High Pike, qui fait une performance extrêmement bizarre. Si vous matez le film en français, vous aurez pas son accent. Si vous le matez en anglais, bonne chance pour comprendre ce qu'il raconte. Parce que il marmonne, il change d'accent. Et de manière générale, il est en roue libre totale. Oui, c'est comme si là, d'un coup, j'étais en train de vous dire que j'étais américain, puis japonais. Et puis il accélère sa voix, il comprend plus rien. Donc c'est vraiment un enfer. Non, on n'exagère pas. Hein. C'est également le seul acteur du film qui, à l'époque, avait quelques crédits valables, puisqu'il a joué dans Blade Runner. Il faisait quoi dans Blade Runner ? Il joue le rôle de Taffy. Daffy Duck. Tu sais quoi, tu regarderas Blade Runner et tu le reconnaîtras, ça te fera plaisir. Mais du coup, comme le film va se passer sur plusieurs époques, pour nous faire comprendre que là, c'est son mode jeune, ils lui ont mis une belle perruque noire qu'on voit pas trop dans la première scène, mais qui va être plus évidente dans une scène suivante. En tout cas, elle est bien dégueulasse. Du coup, dans le film, High Pike joue le rôle du grand-père maternel. Le grand-père maternel de Tommy, personnage principal du film. Et pendant tout le film, ils vont l'appeler grand-père. Il n'a pas de nom ni de prénom. Il s'appelle grand-père. Bon. Donc, il rend visite à son petit-fils Tommy pour célébrer Halloween. Et il explique à Tommy qu'il est un garçon très spécial. Il lui offre un petit squelette en plastique, une citrouille, ainsi qu'un mystérieux objet
enrobé dans un sachet. Une capote. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça dans ce film. Il y a un peu cringeou quand même. Après, est-ce que c'est parce que c'est un film d'horreur ou un film sur l'Amérique profonde? Je ne sais pas. Alors, d'après ce que j'ai lu sur Internet, les producteurs du film ont insisté pour qu'il y ait beaucoup de nudité parce que ça plairait au marché japonais, d'après eux. Ah oui, et que les Japonais, parce que nous, Français, on déteste voir une paire de seins. L'horreur! Non. Je pense que c'est typiquement le genre de truc où on a un mec qui ne sait pas ce qu'il fait et qui dit « Oui, si on fait ça, c'est pour le marché japonais, vous savez, ils adorent ça !» Et en fait, il était aussi paumé que les autres. Il voulait juste des nanas toutes nues dans son film. Qu'ils ne voudraient pas, hein. Oh, disons que au moins ça cache un peu la misère, mais ça va pas tout réparer. Plus tard, on voit Tommy dans son jardin, entouré par sa mère, son frère et sa sœur. Et Tommy est en train de découper sa petite citrouille et de jeter la chair de la citrouille sur sa petite sœur pour l'embêter. Tu crois que c'est une métaphore? Je ne sais pas. Des coups de petite citrouille. Alors, mon petit Tommy. Tommy se blesse au doigt avec son couteau. Tu l'apprendras. Et il se met à lécher goulûment son propre sang. Sa mère, qui s'appelle Amanda, qui est jouée par Katina Gardner, qui, je l'ai vue dans 2-3 autres nanars, mais pas grand-chose. Sa mère, du coup, lui dit qu'il faut désinfecter la plaie, mais Tommy répond qu'il préfère boire son sang, parce que grand-père a dit que c'était bon pour moi. Le grand-père est très sain, vous allez voir, il est vraiment... Heureusement qu'il est là, hein, dans cette famille de dépravés, hein, pour remonter un peu le niveau. En entendant le nom du grand-père, la mère de Tommy est prise de panique et jette la citrouille sur le sol pour la détruire. Trauma, oui. Le soir, quand la mère raconte l'histoire à son mari Bill, il répond qu'il pense que grand-père a dépassé les bornes. Quand même, donner une citrouille à un enfant le soir d'Halloween. Que salaud! Sucez ton doigt! Mais nous, on n'est pas comme ça par chez nous, étrangers! Et du coup, Bill dit qu'il va aller chez le grand-père pour lui dire de garder ses distances. Putain, si le père... Pas de spoil, mais bon... De toute façon, ça va très vite arriver, mais je tiens à noter qu'il finit sa bière avant de... avant de prendre le volant. J'avoue. Tu veux pas partir comme ça? Attends, finis ta bière au moins. Partir sans être bourré sur ces trous de nuit. La mère supplie Bill de ne pas aller déranger le grand-père le soir d'Halloween. Mais Bill, c'est un bon américain. Il écoute pas sa femme, il boit avant de prendre le volant. Et en plus, on va le comprendre un peu plus tard dans le film, mais la ferme de grand-père, elle est pas bien loin. Donc il prend vraiment sa voiture pour faire 400 mètres. Mais 400 mètres, tu déconnes, mais j'ai l'impression que il est en face de chez lui, mais même pas, quoi. J'ai l'impression que c'est la porte à canter, c'est la grange. Hein. Ouais. Bon. Donc Bill arrive chez grand-père, et il n'y a pas de lumière dans la maison, du coup il rentre dans la grange où il voit une petite lueur. Et là, qu'est-ce qu'il surprend? 5 personnes en robe rouge et noire qui sont en train de pratiquer un rituel sataniste. C'est Théo. Je pense que dans ce genre d'endroit, on s'ennuie beaucoup. Et donc on trouve de la joie où on peut, même dans Satan. Oui, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui... sacrifient des gens. Bon. Voilà. Certains, leur passion, c'est le bowling, ou le grand-père, c'est le sacrifice sataniste. D'ailleurs, Bill ne réagit même pas à sa découverte. Hein. L'acteur a fait ce choix de... Tu t'arrives dans une grange, tu tombes sur un rituel sataniste, et lui, oui, j'ai d'autres problèmes. Du coup, Bill se met à engueuler le grand-père, hein, et il lui dit « Ne reviens plus jamais voir mon fils ». Et là, le grand-père lui répond « Ce n'est pas ton fils. Il appartient à... » Je vais pas vous faire les changements d'accent, ni les marmonnades. Mais n'importe qui, Il appartient à quelque chose de bien plus important que toi. C'est vrai que ce film aurait une autre saveur
Ce film aurait certainement une autre saveur, je pense, en français, mais full français, voilà. Tous les accents de chez nous. Compliqué, ça, attends. Du coup, le grand-père fait le Devil's Horn, le signe des cornes. C'est quelque chose, je pense qu'on a dit à l'acteur High Pike que c'était un symbole sataniste, et du coup, il va l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Et personne ne l'a corrigé. Hein, ouais, et c'est clairement improvisé la plupart du temps. Mais du coup, quand il fait le signe des cornes, c'est pour signaler à l'un de ses acolytes d'attaquer Bill avec un marteau. Et Bill, il se fait frapper sacrément fort parce qu'il lui tape l'arrière du crâne, mais il a quand même du sang qui sort de la bouche. Parce qu'il faut frapper fort hein, pour je que... pense, bon, encore un gars qui a des problèmes cardiovasculaires, encore un mec qui a du sang qui est composé de jus de cerise. Grand-père fait déposer Bill dans sa voiture et il y met le feu. Ou plutôt, il met le feu à une flaque d'essence qui est devant la voiture. Parce que clairement, la voiture n'est pas dans les flammes. Il avait coûté cher. Rappelons, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Oui, il y avait peut-être moyen de faire mieux. C'est tout ce que je dis. De les peindre sur la voiture. Pendant que grand-père ricane et cabotine diaboliquement, on voit Tommy qui regarde par la fenêtre de sa chambre et visiblement la voiture est en train de cramer juste en bas de chez lui. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est à côté. Ouais. C'est vraiment... On voit la lumière des flammes éclairer la chambre de Tommy. Alors, vous allez me dire, c'est un effet visuel, c'est quelque chose peut-être qui ressent la mort de son père, mais dans tout le film, quand les gens se déplacent, ils se déplacent soit en voiture ou en moto, ou alors juste à pied, et ça n'a pas l'air de prendre bien plus de temps. Il y aura un tout petit village. Tommy sort alors le cadeau que lui a fait son grand-père, un médaillon avec un pentacle. Franchement, c'est cool. Moi, à son âge, j'aurais été content d'avoir un médaillon avec un pentacle. Ah ouais. Mais je sais pas, nous, quand on était gamin, c'était le mode sataniste et tout, t'es edgy. Mais quand c'est papy qui t'offre ça, est-ce que tu as la même réaction? Ah bon, mon papy, il m'aurait donné d'autres formes de croix. Mais c'est autre chose, tu vois. Donc, 13 ans plus tard, après la mort de Bill, on voit Tommy, désormais un adulte, qui joue toujours avec son médaillon. Tommy, adulte, est joué par Gregory Scott Cummings, qui est le pilote d'hélicoptère dans Stone Cold. Quel grand film, rappelons-nous. Et il joue également un petit rôle dans It's Always Sunny in Philadelphia. C'est le père de Max. Alors, là, je tiens à dire une chose. On fait beaucoup d'efforts pour vous expliquer des films que nous-mêmes, des fois, on comprend pas trop. Théo a une meilleure capacité d'analyse que moi, apparemment, parce que moi, je n'avais pas compris au début qu'il y avait 2 enfants. Et j'ai dit, ils auraient pu faire un effort sur l'acteur, au moins en prendre un blond, quoi. J'ai confondu les 2 frères. Puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi il y a un rip-off de Jurassic Park? Pourquoi il y a... Quand il s'appelle Jeff Goldblum en train de poser devant le tyrannosaure. Allongé, torse nu. Ah la vache, ouais. On a bien compris que c'était un Dark Sasuke, mais bon, moi j'avais pas compris que cet acteur qui a apparemment 60 ans joue un personnage de 21 ans. Ouais, Tommy dans le film est censé avoir entre 20 et 22 ans et l'acteur en a 32 et ça se voit. Ouais. C'est pas comme Timothée Chalamet qui peut jouer des gens très jeunes. Non, lui, il a bien 30 ans passés. Tommy, du coup, a adopté un look très métal avec une veste en cuir qui porte directement sur son torse. Elle est pas sans manches? Si. C'est un boléro. C'est un boléro, je tiens à le dire. Je n'y connais rien en habits satanistes. Je porte des t-shirts et des jeans. Et Tommy, du coup, a décidé de faire sa chambre dans la cave, mais la cave de ses parents. Et pendant tout le film, il est traité comme s'il vivait en reclus, séparé de... Mais non, il vit toujours avec sa mère. Oui, voilà, c'est juste un fils à papa, non, un fils à maman, vraiment. Oui, c'est plus un fils à papa, du coup. En sortant de chez lui, Tommy tombe sur son grand-père, qui lui explique que ce soir, c'est Halloween, et qu'il va enfin pouvoir accéder à son véritable pouvoir. On en parle de véritable pouvoir à la suite du film? Non. Parce que je me disais bien. Non, il y a rien. Non. Il y a rien.
Non, Il y a non. pas de pouvoir. Il y a rien. Premier bon point de ce film. Deuxième bon point, c'est que avant de partir, grand-père et Tommy font un check sataniste. Allez. Donc voilà, on a notre check merdique qui est grande partie forte de Ciné Snacks. C'est une obligation. La mère de Tommy regarde ce check sataniste clairement improvisé avec un regard médusé. Alors, tu dis regard médusé, moi c'est pareil. Elle a pas de sourcils, cette actrice. Comment tu peux savoir qu'il y a une expression, tu vois? Elle a l'air tout le temps en panique au bout de sa vie, cette actrice. Oui, mais je pense que, de manière générale, ces trois acteurs qu'on vient de voir, Tommy adulte, le grand-père et la mère, leurs trois performances d'acteurs sont extrêmement bizarres, mais c'est ça qui fait le film. Putain, vous voyez pas, mais Théo devant moi est en train de suer pour essayer de défendre ce film. Il est au bout de sa vie. Non, mais non, écoute-moi, c'est pas le pire des trois acteurs. quoi. Non, je dis que les trois sont mauvais, mais les autres sont mauvais oubliables. Eux, ils sont mauvais et bizarres et drôles. Ciné-snack. Voilà. Tommy regarde ensuite la caméra fixement, de façon intimidante. Et c'est là qu'on voit que... Enfin, C'est pas un mec de 20 ans. Ouais, 20 ans, c'est 20 ans en n'ayant jamais bu un verre d'eau de sa vie, quoi. Si Satan, il brûle s'il n'y a pas une DSP. Sur la route, la camionnette de grand-père est stoppée par Amanda, la maman, qui s'est visiblement téléportée. Ou alors, encore une fois, c'est à côté. Ouais. Elle demande à grand-père de laisser Tommy tranquille. Mais grand-père lui explique qu'il a des plans pour Tommy. Apparemment, découvrir son pouvoir. Mais bon. Oui, apparemment, on ne le saura jamais. Après une courte lutte entre Amanda et grand-père, on voit un flashback qui nous ramène au jour des fiançailles d'Amanda et Bill. Et on apprend que grand-père a agressé sexuellement sa fille et qu'il est le vrai père de Tommy. Ah, il lui a pas donné des vertères originales. Hein. Non, Pas que, en tout cas. non. Et ça devait être une cérémonie assez gênante parce que grand-père, ça se passe dans le vestibule de l'église, le coup de... Vas-y, essaye. Non, mais Seconde goutte de sueur pour essayer d'expliquer ça. Je suis désolé, je sais que c'est un sujet déplaisant et que dans le genre de film qu'on regarde, une agression sexuelle, c'est uniquement une excuse pour avoir des nichons dans le film. Mais là, on est dans l'église, le jour du mariage. Et je me dis, derrière, il y a une cérémonie, il y a... C'est vrai qu'ils font ça avant le mariage. Péché. Non, mais... c'est que... visiblement, personne n'est au courant, alors qu'il devait y avoir quelques témoins. Apparemment non. Peu importe. Après cette scène fort déplaisante, grand-père remonte dans son pick-up et se barre. De retour chez elle, Amanda fait la rencontre de Bess, une amie de sa fille qui s'appelle Vera. Et elle lui dit, Vera est dans la salle de bain. Encore une fois, je ne savais même pas, juste à ce moment-là, qu'elle avait une fille. Ah, vraiment. Pourtant, j'ai regardé le film, hein, vraiment, je vous jure. Il faut que je vous explique un truc. C'est d'autant plus paniquant que dans ce film, à chaque fois qu'il y a un dialogue entre deux personnages, ils rappellent leur relation. Genre, quand le frère parle à la sœur, il dit « Oui, tu sais, je suis ton frère. Ah, tu es ma sœur. » Ou tout le monde appelle le grand-père, grand-père. C'est vraiment un film pour les TDAH. Ils n'arrêtent pas de te rappeler qui fait quoi, qui est qui par rapport à qui. Et Olivier arrive quand même à être paumé. Oui, Olivier, ton ami, ici présent. Mais dis-moi, Théo, mon ami qui présente Ciné Snack, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, je vais te l'expliquer comme nous le faisons souvent dans cette chronique sur notre chaîne, sur le site YouTube, auquel vous pouvez accéder par Internet sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. S'il est connecté à Internet sur une box, évidemment. Oui, après avoir souscrit un abonnement de 39,90. Bess, du coup, va dans la salle de bain, et au lieu d'attendre que Vera ait fini de se laver, eh bien, elle rentre et elle remplace l'éponge de Vera par une araignée en plastique, pour lui faire une blagounette. C'est Halloween. Et Vera et Bess, c'est visiblement des super potes, parce que
Quand Vera sort du bain, c'est Best qui la sèche. Je trouve ça normal. Je dis pas que c'est gênant, c'est juste Regarde, que tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, Théo? il y avait Yann, si tu veux dessiner ce truc, vas-y. il y avait des meilleures excuses pour foutre une nana à poil. Bon, moi, il y a une excuse. Je veux dire, ils auraient pu directement faire un porno. Mais D'ailleurs, est-ce qu'ils auraient peut-être pas dû directement faire un porno? il y en a dans ce film qui ont fait des pornos. On va y venir. Du coup, Vera et Bess en profitent pour papoter et parler de la soirée d'Halloween où elles vont ce soir. La plupart du film va tourner autour de cette soirée de Halloween. Pendant ce temps, la mère, Amanda, va toquer à la porte de Tommy et Tommy répond qu'il est occupé. Avant de lui répondre, il se met torse nu et je ne sais pas trop pourquoi. Il est énervé, il a trop chaud. Et Amanda est dévastée par la nouvelle. Quoi, mon fils est trop occupé, oh non! Elle pleure, hein, je Oui. n'exagère pas. Parce qu'il écoute du rock sataniste. Oui, Ou du rock. Tommy préfère ignorer sa mère et il branche son petit Walkman. On est en 84 du coup. Et il se met à écouter du rock sataniste. Le film se change alors en clip musical. Qui est pas la pire partie du film. Mais Non, moi en même temps, ça croit que c'est peut-être la meilleure partie du film. Moi, il m'éclate beaucoup cette scène où, du coup, on voit Tommy dans un groupe de rock. Ce groupe de rock est en train de chanter la chanson You're the Devil's Son. Qui aurait peut-être dû être le nom du film d'ailleurs. Hein. Oui, ils ont pensé, ce film a changé plusieurs fois de titre, et ils ont pensé à Devil's Son, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé comme ça, parce que c'est mieux que Hack o' Lantern, qui est un titre tout pourri. Oui, qui est vraiment nul quoi. Un truc qui me fait rire, c'est que dans le groupe, il y a un batteur, deux guitaristes, une chanteuse, un bassiste. Et Tommy, il n'est pas chanteur, il n'est pas soliste. Non, c'est guitare rythmique. Je crois que c'est pour montrer qu'il a pas trop confiance en lui et qu'il... Non, Non. je pense qu'ils ont demandé à l'acteur, est-ce que tu pourras chanter? Et il a dit non. Est-ce que tu pourras mimer un solo? Il a dit non. Est-ce que tu peux jouer? Non. Tu vas chatouiller ta guitare et on mettra du son par-dessus. Mais du coup, pendant cette représentation, au milieu de la fumée et des lumières colorées, une danseuse couverte d'os et de tête réduite en plastique s'approche du groupe. Ses yeux tirent des lasers Oui. et elle élimine les autres membres du groupe. Ses yeux sont également capables de faire apparaître des têtes réduites en plastique. Ce qui est pratique pour Halloween au final. Et puis ensuite, elle attrape Tommy, elle le jette au sol et elle transforme sa guitare en trident. Et ensuite, elle prend le trident et elle s'en sert pour décapiter Tommy. Et je sais pas si vous avez essayé de décapiter quelqu'un avec un trident, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Croyez-moi, j'ai décapité beaucoup de gens pour des clips de rock. Moi, j'ai beaucoup de tridents chez moi, c'est vraiment pas fait pour ça, hein, je vous le dis. On rencontre ensuite Nora, qui est la copine de Tommy. Elle est dans une supérette en train d'acheter des bières. Et Nora est jouée par Gina Fine. Gina Fine qui est du coup une actrice porno. Ah, ça explique... Non, j'allais dire son jeu d'acteur. Non, pas du tout en fait. Hein. Tout le monde joue mal, mais... Gina Fine d'ailleurs, qui elle, plus tard, jouera dans Les Anges de Boston. J'entends me rendre compte que son nom d'actrice porno, c'est Gina, ça va. Ouais, mais Gina, ça passe. Fine, ça peut être un compliment que tu fais à une nana. She's fine. Oui. Ouais, et puis c'est honnêtement pas le nom d'actrice porno le plus ridicule que j'ai vu de ma vie. Un exemple, Théo? Non. Oh, merde. Un indice s'affiche chez vous. Du coup, Nora est en train d'acheter des bières et elle se fait rendre la monnaie par une caissière qui est un peu confuse parce que elle lui demande 55 $. Nora lui tend un billet et lui rend sur la monnaie 15 $. Donc
est-ce que Nora avait un billet de $60? Est-ce que la Il y a caissière... vraiment que toi pour avoir vu ce détail. Vraiment. Mais... C'est vrai, mais c'est débile et ça me fait rire. Nora va poser les bières qu'elle vient d'acheter dans la voiture de Tommy, et on peut voir qu'elle a un tatouage, je fais les guillemets avec les doigts, sur les fesses, qui est un pentagramme. Et ce tatouage est clairement dessiné au marqueur. Mauvaise encre, ça bave facilement. Oui, très mauvaise encre. Alors que Tommy s'apprête à monter dans la voiture, il tombe à nouveau sur son grand-père. Et son grand-père s'énerve contre lui parce que Tommy doit rester pur pour Satan. Oh. Une phrase que je ne pensais jamais prononcer. C'est très bizarre, on est d'accord. Hein. Mais du coup, voilà, Tommy n'a pas le droit de baiser ou de boire le soir de... Ça, c'est pour ces saloperies de chrétiens. Voilà, nous, chez Satan, on est pur, on est droit. Le grand-père, du coup, c'est là où on le revoit, non? N'a plus sa magnifique perruque et on peut lui faire comprendre qu'il est vieux. Voilà. Oui, oui. Par contre, il y a toujours le même accent. Non, il a changé d'accent, justement. Et il marmonne toujours autant, enfin bref. Chez la maman de Tommy, le frère de Tommy, Roger, rencontre Bess, du coup. Et les deux commencent à flirter. D'ailleurs, Notch, il est devant la mer. Ça va. Au petit-déj. Roger descend ensuite à la cave pour voir Tommy. Il lui demande, mais Tommy, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et là, Tommy lui répond, ah, tu crois que je fais rien? Regarde. Et il ouvre son placard. Et dans le placard, des bougies. Il y a un hôtel sataniste. Maison du monde, nature et découverte. Avec des bougies, des épées, une croix à l'envers. On laisse pas des bougies allumées dans un placard, surtout autant que ça. Enfin, c'est extrêmement risqué. Après, peut-être que c'est protégé par Satan. Satan ignifuge. Tant qu'il reste pur, ça va. C'est vrai. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé un peu du frère de Tommy, Roger, qui du coup est quand même plus ou moins le stéréotype de pro-chevalier. Oui, c'est le good policier, guy, c'est un policier. C'est le blond aux yeux bleus que je pensais à Tommy au début, parce que je comprenais rien. Voilà. C'est un petit merdier, mais c'est vraiment c'est le mec à peu près normal de se compter, en fait. Bah, tu vas voir qu'il a aussi ses bizarreries. Hein. Oui, il joue dans ce film. Moi, ce que je voudrais noter aussi, c'est dans la déco de la chambre de Tommy, il y a un graffiti sur le mur qui dit Sex Arts. Et la première fois que j'ai vu ce film, j'étais persuadé qu'il y avait marqué Farts. Mais non, c'est Sex Arts. Théo a 10 ans. Mais je me suis dit, c'est un dépravé, forcément. Voilà. L'armée de Satan, elle n'est pas partie pour conquérir le monde. Hein. Il écrit des gros mots. Et du coup, quand Roger voit l'hôtel sataniste dans le placard de Tommy, il lui dit « Ah mon Dieu, je comprends pourquoi maman ne veut pas que tu passes autant de temps avec grand-père. » Oui, parce qu'en plus, il faut savoir un truc, c'est qu'apparemment, tout le monde est au courant du grand-père qui a tué le papa. Hein. Oui. Tout le monde s'en branle. Oui. Et Roger, qui est policier, on lui dit « Ah, il y a eu des crimes, des rituels satanistes, des tombes qui ont été pillées. » Ah, mais ils doivent rester purs, donc ça va, ça peut pas être... C'est vrai. Non. C'est vrai. Les chrétiens, encore eux. Donc, passons aux préparatifs de la soirée. Nora, la copine de Tommy, du coup, se baigne dans sa piscine. D'ailleurs, l'eau a effacé son tatouage. Donc, va falloir qu'elle achète un nouveau Malabar pour ce sticker sur les fesses. Elle rentre chez elle, elle prend une douche et elle aperçoit à sa fenêtre, à la fenêtre de la salle de bain, quelqu'un qui porte un masque de démon. Petit jumpscare qui ne marche pas du tout, mais bon. Comme elle pense qu'il s'agit de Tommy, elle le laisse entrer et elle lui fait un petit cocktail et lui dit « Allez, viens, on baise !» Gina Fine, alors je sais que c'est une actrice porno, mais tour à tour, elle se baigne torse nu dans sa piscine, ensuite elle prend sa douche, et ensuite on la voit se refoutre à poil, enfin...
Elle a pas beaucoup de scènes, hein, mais ils ont rentabilisé sa nudité. Carrément. Et ça va nous compliquer un peu la tâche pour le visuel, mais c'est pas grave. Ah oh, le beau floutage quoi. Tu vas leur en laisser que le visage. Alors que Nora est allongée sur le canapé avec les yeux fermés, et bien, l'homme au masque lui éclate la tête avec une griffe de jardin. Le tueur de ce film utilise beaucoup d'outils de jardinage. C'est Red is Dead. Et à chaque fois, tu te dis, soit ces outils sont beaucoup plus aiguisés que la normale, soit ce tueur a une force incommensurable parce que tu perces pas des crânes avec une griffe de jardin. Les fleurs et les buissons sont particulièrement dans le Dakota du Nord résistants, hein, c'est agressif même. En ville, on voit grand-père qui va s'adresser à sa petite fille Vera qui est en train de préparer la soirée d'Halloween. Il est très creepy et il lui fait des avances. Oh, tu verras. Bon. Comme le grand-père est en train de dire à Vera, oh oui, t'es drôlement mignonne. À ce moment-là, le copain de Vera, qui s'appelle Brian, intervient. Mais Vera la rassure en lui disant, non, c'est mon grand-père qui veut coucher avec moi. Ah bah ça va. Tant que vous restez pur. C'est une ville qui est chill avec beaucoup de choses. Oui, j'avoue. Alors que grand-père remonte dans sa voiture, il est interpellé par Roger, qui vient lui demander s'il est responsable des problèmes qui ont eu lieu dans la ville. Comme je disais, pillage de tombes, rituels satanistes. Parce que il se doute qu'il y a quelque chose quand même. Il n'est pas policier pour rien. Mais le grand-père lui dit fous-moi la paix. D'ailleurs, c'est dans cette scène-là, dans cette discussion, où on vous dit que le grand-père marmonne, mais si vous regardez en anglais, c'est incompréhensible. On n'a rien compris à ce qu'il a fait. Oui, c'est ça, Goody Two Shoes. Il dit un truc. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je pense qu'il lui dit lui c'est un gentil et qu'il n'a pas intérêt à le faire chier, machin, parce que grand-père est méchant, mais il va pas se laisser faire. Roger laisse grand-père partir et il va parler avec Vera. Vera qui lui dit ma pote Bess, elle te plaît? Alors vas-y, emmène-la faire un tour avec toi avant de démarrer ta journée. Oui, on voit ce qui va se passer. Quelques moments plus tard, on voit Tommy qui rentre chez lui et il trouve sa sœur Vera, on ne sait pas combien de temps s'est passé, mais du coup elle a transféré depuis la soirée d'Halloween, et elle est en train de coucher avec son copain Brian. Tommy pète un câble et il jette Brian dehors avant de retourner dans sa chambre pour remettre son bandana. C'est important. Vous vous rendez pas compte du ridicule. Je pense que vous pouvez mater ce film que pour cette scène, en vrai. C'est vraiment... Et encore une fois, les satanistes ont l'air de bien tenir à la pureté. Non, pas de sexe avant le mariage, on a dit. Entre frères et sœurs, oui, mais non. Mariage avant. Brian rentre chez lui en passant par le cimetière. Et là où il tourne, 100% c'est un vrai cimetière. Donc quand Brian met un coup de pied dans une tombe, il met un coup de pied dans une vraie tombe. Ce que je trouve un petit peu chaud. Mais... Du coup, après son coup de pied, Brian se met à paniquer parce qu'il entend les bruits d'une pelle qui creuse. Et ça lui cause une panique incompréhensible. L'endroit où ils sont, le cimetière... Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de buissons, personne ne peut se cacher. Hein. Même les tombes, elles sont trop petites pour se dissimuler derrière. Donc, il voit tout le cimetière, mais il est quand même en mode « Ah, quoi ? Il y a des bruits, ah, vite !» Il s'enfuit. Oui, c'est en plein jour en plus. Hein. C'est en plein jour. En plein jour. C'est absolument en plein jour. Brian se met à courir et il tombe dans une tombe. Tombe ouverte, du coup. Tombeception. Et dans la fosse, du coup, se trouvent des ossements humains. Bon, c'est un peu...
Mais normalement, il y a un cercueil autour. Oui, bah c'est peut-être trop cher. Alors que Brian essaye de sortir, il voit du coup un type avec une tenue rouge et noire et un masque de démon. Et autant les bruits de pelle, Brian, ça lui faisait très très peur, autant il voit un mec avec un masque de Des démon démons dans le cimetière. et dans un cimetière et il dit ah il va peut-être pouvoir m'aider, il lui tend la main, il dit oh, s'il vous plaît aidez-moi. Ah, vous faites partie de ces satanistes. Ah bah j'ai appris que vous étiez plutôt cool quoi. Ça allait. Moi Ils ont aussi je assez trouve de que droits. rester pur c'est important. Mais du coup le tueur attaque Brian et le dégomme à coups de pelle. En fait, le mec, il a eu peur de croiser un prêtre chrétien. Il est rassuré de voir un sataniste. Ouf. Oh là là. Ouais. Encore une fois, le coup de pelle qui traverse le crâne de Brian, il faut une pelle vraiment aiguisée comme un katana. Tu Pelle vois, vorpale. Voilà. Plus 4 contre les... contre les impurs. C'est ça. Chez grand-père, un nouveau rituel sataniste est en route. Après une petite danse synchronisée et le sacrifice d'une chèvre dont le sang est bu, les cultistes marquent une femme au fer rouge, ou plutôt au marqueur. Référence, du coup, à ce qu'on a vu avant. Ouais. Du coup, pourquoi il a décidé de tuer quelqu'un de sa confrérie comme ça? Bon. Mais Si, je sais. Parce qu'elle a essayé de le détourner du chemin. éventuellement. Ah, Éventuellement. j'en suis fier. Aussi, la nana qui se fait marquer au fer rouge, elle crie pas beaucoup. C'est... Les Il était pas fesses, très chaud. les fesses, c'est un endroit sensible, et se faire marquer au fer rouge, ça fait mal sa mère. Pourtant, on dirait juste se faire un petit... T'imagines vraiment premier degré. Non, Satan, non, on fait pas ça avec du fer. Non, on colorie de marqueur un petit truc, puis on met quoi. un Oui, c'est tampon froid. magique. Oui, c'est froid. À la tombée de la nuit, on voit Bess et Roger qui se baladent ensemble dans le cimetière. Ils croisent quelques enfants qui cherchent leurs bonbons. Et Roger sort son flingue parce qu'il prend les enfants pour des satanistes. Et Deux choses qui vont pas. Des enfants dans un cimetière qui cherchent des bonbons. Et puis bon... Oh mon dieu, des nains satanistes. Non, c'était des enfants, ça va. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, quand Roger voit que c'est des enfants, au début, il baisse son flingue, mais plusieurs fois, il le remonte en direction des enfants. J'aime pas les enfants. Une fois les enfants partis, Roger et Bess couchent ensemble sur une tombe fraîchement creusée. C'est... Tu vois, pour un good guy, un paladin... Roger, on est quand même sur du freaky, tu vois. Aller coucher avec une nana que tu viens de rencontrer au cimetière, sur une tombe, avec la terre encore retournée, tu vois. C'est... Tu vas voir que le réalisateur, sur un making-of, il dit non, mais les vrais méchants, c'était les policiers. Ah, c'est... J'ai voulu utiliser mon accent de chez moi. c'est ce genre de commentaire social. Les satanistes sont les vrais gentils. C'est ça. Donc la tombe fraîchement creusée, c'est celle où Brian est enterré. Et Bess attrape d'ailleurs la main de Brian en pensant qu'il s'agit de celle de Roger. Parce qu'elle doit se dire, ces flics qui n'ont pas d'âme, basiquement, ont la main froide et desséchée. C'est ça. Ah non, elle a pas baissé les mains. Elle coupera celle-là. On coupe rien, Olivier. Ah, On merde. garde tout. Une fois le coït consommé, Roger et Bess repartent vers la soirée. La fameuse soirée d'Halloween. Qu'on attend quand même depuis le début. Hein. Roger arrive à la soirée où un groupe de rock est en train de jouer. Groupe de rock qu'on a vu dans l'hallucination. Non, c'est pas- un autre groupe. C'est un autre groupe de rock. Oui. Le groupe de rock s'arrête de jouer, il y a une musique générique qui démarre. Le batteur continue de jouer, alors que... Bon, peu importe. Allez. Et une stripteaseuse arrive dans la salle, arrive sur la piste de danse et commence à se dépoiler sous le regard amusé de la population. Et même le regard amusé de Brian, du coup, qui boit sa bière en se disant... Mais tu sais, plus on en parle, plus ta théorie de
les satanistes sont les gentils et cette ville est remplie de malades mentaux. Elle devient de plus en plus cohérente. C'est ça. Le grand-père, il veut juste faire nettoyer le village des saloperies de chrétiens. Donc, après ce striptease intégral, hein, donc pour une petite fête de village, c'est... Ils savent s'amuser. À l'extérieur, on voit un comédien qui fait 5 minutes d'un stand-up assez pitoyable, et aucun des personnages du film n'est là. Ce que je soupçonne, c'est que il y a un producteur qui avait un neveu qui voulait percer dans le stand-up, et qui a dit « Allez, je vous file $10 000 de plus, et par contre, vous lui donnez ces 5 minutes. » 10 000 de plus, t'as vu la gueule du film, je pense qu'il serait bien mieux avec 10 000 $. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, parce que ça a doublé le budget. Ouais, les blagues sont nulles, hein, mais genre vraiment nulles. Rien ne va. Mais c'est vrai que cette scène n'a vraiment Non, c'est pour aucun meubler. intérêt. Mec, on a eu un clip de rock, un striptease, du stand-up, ils meublent. C'est tout ce qu'ils font. Une scène de douche, après une scène de piscine, suivie d'une scène de nu. Enfin, tout est là pour meubler. J'avoue, ce film est là pour meubler. Dans les toilettes de la soirée, Vera et Bess sont en train de discuter du fait que Bess est couchée avec Roger. Et Vera, très curieuse, lui dit « Mais alors, où est-ce que vous avez fait ça ?» Et ben, viens, je te montre. c'est déjà bizarre. Mais là, Bess amène Vera pour lui montrer où est-ce qu'elle a couché avec son frère. Fabrice, il me reste 2 minutes de film, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, fais-les revenir là sur la scène juste avant là. Mais à quel moment tu fais ça? À quel moment tu me montres? Déjà, ah regarde, on voit la trace de ses noix là. Comme tu disais, il doit... Waouh. Sans déconner. Mais c'est tellement bizarre. Et ce film est constitué de ces dialogues et ces interactions qui n'ont aucun sens. Bah comme tu l'as dit, en fait, il a eu des problèmes ce film, donc ils ont fait des remontages derrière et tout. Je vois que ça, hein, moi. Ou les années 80 et la coque. Voilà. Espérons. Espérons qu'au moins ils soient amusés sur ce côté-là, parce que... Vera, du coup, se rend compte que sous le tas de terre, où Bess a baisé, se trouve le cadavre de Brian. ABC. Merci. J'hésiterai pas à t'interrompre hein, pour ce genre de blague. N'hésite pas. C'est pour ça que je ne fais pas ces chroniques tout seul. C'est pour avoir gens, ce genre de participation. Des gens qui essayent de l'arrêter. Vera, du coup, en voyant le cadavre de Brian, accuse son frère Tommy. C'est son suspect numéro 1. Et elle décide d'aller chez grand-père pour le confronter. Elle amène Bess avec elle, mais quand ils arrivent chez grand-père, elle lui dit « Reste à l'extérieur, c'est une affaire de famille. » Tu me fais ça, je rage. Putain, il y a des stripteaseuses. Je t'ai suivi dans la grange qui a 2 mètres, tu vois. Et encore une fois, de la fête au cimetière à chez grand-père, elles l'ont fait à pied, la distance. Oui. Donc tout est vraiment groupé. C'est un village Minecraft, j'avoue. Tu vois. Dans la grange, le grand-père est en train de continuer son rituel sataniste avec une petite farandole. La farandole. C'est très très mignon. Ah oui, ils sont tous choupis, hein, je dis. Je vous mets le clip de leur petit tournicoton. Une nouvelle lance TikTok. J'espère que ça va prendre. Si on a suffisamment d'abonnés, on vous fera une vidéo de ça. Voilà. Le Satanist Challenge. J'adorerais. Vera interrompt la cérémonie et grand-père, du coup, ordonne à Tommy de la sacrifier. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le look de leader sataniste que grand-père a un swag avec ses bagouzes,
son collier, Ah oui. sa chemise à carreaux sous la robe de... Ses doigts de Satan constamment. Tu vois. Ouais, il est magnifique. Il est flamboyant. Génial. Tommy attrape la dague sacrificielle pour tuer Vera, mais au dernier moment, il coupe ses liens et il la libère. Grand-père lui dit alors ouais, tu n'es plus le bienvenu parmi nous. Ça, c'est grâce à l'alcool. L'alcool qui l'a rendu impur, du coup, qui le fait qu'il ne marche plus dans les pas de Satan. À la soirée d'Halloween, on voit une charmeuse de serpent qui danse. Alors encore une fois, on va meubler. Chez Tommy, Amanda allume une bougie dans une citrouille. Le meublage atteint le niveau d'un salon de démo Ikea. Rien ne va, c'est long, c'est long. Alors que 3 secondes avant, ils ont dû se dire, il y a trop de trucs qui se passent. Il y a trop de tension. Les gens vont plus suivre. On n'a pas pu rappeler qui était le frère de qui. À la soirée, une des convives s'arrête auprès de Roger et commence à le draguer. Puis elle va faire un tour aux toilettes. Elle est suivie par l'homme au masque de démon. Et une fois dans les toilettes, elle demande au tueur de l'aider à remonter son corsage. Et le tueur la serre tellement fort qu'elle commence à s'évanouir. Puis ensuite, il la poignarde. Oui, quand même. Il la serre pas tellement fort que le corsage pète. Alors, c'est très mal fait. Et peut-être que le corsage pète, peut-être qu'elle s'est... Ça n'a pas de sens, de toute façon. Le film a abandonné, de toute façon, à ce moment-là. Hein. Oui. Vera et Bess arrivent du coup à la soirée pour prévenir Roger que grand-père est en plein rituel sataniste. Roger appelle des renforts, mais quand il arrive chez le grand-père, la grange est vide. Et il y a le moment où ils arrivent dans la grange et où ils constatent qu'il n'y a personne. Il se passe un bon moment entre le moment où il arrive. Je pense que c'était le shérif qui devait donner la réplique et il a oublié sa réplique. Et c'est pour ça que le plan dure aussi longtemps. De retour à la fête, Vera va aux toilettes et pendant ce temps, Bess est étranglée par le tueur et rangée dans un placard. Enfin, pendue dans un placard. En vrai, c'est plutôt sympa de sa part, quoi. Il a pensé aux gens qui allaient nettoyer et ranger après, quoi. Vera sort des toilettes et elle trouve le cadavre de Bess, le cadavre de la dame au corsage, et elle en peut plus. C'est elle qui trouve tous les cadavres dans ce film. À croire que c'est elle qui les a posés, en fait. Grand-père arrive alors à la soirée et il se bat avec le tueur au masque, parce que ça n'était pas grand-père. Mais du coup... Il y a un duel où le tueur a sa griffe de jardin et grand-père emprunte un sabre à un pirate qui passait par là. Et ils se battent. C'est d'autant plus ridicule que grand-père, dans cette scène, perd 20-30 kilos à peu près. Le cascadeur qui le remplace, clairement pas la même corpulence que Ray Pike. Alors, dans le making-of de Pirates des Caraïbes, ils disent que c'est ce film qui a inspiré toute la saga. Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Bah oui. Mais tu sais quoi ? Vu ce qui est devenu Pirates des Caraïbes, je pense qu'ils ont voulu se rapprocher de leur source. C'était son but depuis le début. Dans le prochain, ils mettront du coup le grand-père de Jack Sparrow, il sera joué par Ray Pike. J'en rêve. je crois Premier degré. Je crois que Ray Pike est mort, mais... Pas assez pur. S'il n'est pas mort, on l'invite au prochain épisode. Allez. Grand-père est tué du coup à coup de griffe de jardin. Oui, j'avoue, pratique. Et Roger arrive à la soirée au même moment pour voir grand-père mourir. Grand-père pose alors sa main sur le front de Roger et une lumière rouge apparaît au bout de son doigt. C'est le seul moment où il y a du pouvoir. Hein, ouais, il y a du coup de la magie dans ce film. On vous l'avait pas dit. Mais on ne nous l'avait pas dit à nous non plus. Voilà, je crois qu'ils l'ont pas dit aussi au réalisateur. Personne n'était au courant. Roger tire sur le tueur, mais le tueur s'enfuit. Une fois dehors, on voit du coup l'homme au masque qui se dirige vers le cimetière et qui enlève son masque.
C'était Amanda depuis le début. Donc Amanda, s'il avait oublié, parce qu'elle est vraiment oubliable à partir de 15 minutes du film, c'est la maman, hein, voilà. Oui. C'est la maman qui réapparaît d'un coup Mais- par magie. Comme on voit beaucoup de gens avec ce masque, donc on se dit ça peut être n'importe qui, mais à chaque fois, on essaye de nous faire croire que c'est Tommy ou c'est le grand-père, mais rien n'est cohérent. Et le seul personnage qui est aussi bizarre que les deux satanistes, c'est la maman, du coup. Un truc aussi à noter, quand on nous dévoile que c'est la maman qui est sous le masque du tueur, c'est clairement pas la maman qui Oui. enlève le masque. Oui, elle n'était pas là. Il y a une sale perruque. Elle n'était pas dispo, c'est sûr et certain. Amanda, l'actrice, a de très beaux cheveux et quand le tueur enlève le masque, non, c'est pas elle. C'est du plastoc. Amanda va mourir sur la tombe de son mari Bill. Et c'est là que Tommy apparaît et il la trouve. Et c'est du coup, Amanda a le temps d'expliquer la raison pour laquelle elle a tué tous ces gens. Elle ne voulait pas que ses enfants se séparent. Oui, ils partent de chez elle. C'est vrai, ça. C'est vrai, j'avais oublié C'est cette histoire. la motivation la plus incompréhensible. Faites attention hein, quand vous partez de chez vous. Hein. Vos mamans peuvent devenir folles et tuer tout le monde. Et Tommy, du coup, qui finit son arc de rédemption, fait un signe de croix sur le cadavre de sa mère. Donc maintenant, Tommy, c'est un gentil. C'est un gentil. Mais dans un twist final digne des meilleurs Shyamalan, on voit le culte sataniste qui est désormais dirigé par Roger. Et le film se termine sur fond de You're the Devil's Son. C'est pour ces petits moments-là que tu te dis, ouais, ce film, il est quand même rigolo. il est assez feel good. Putain, mais quel... ouais, quand on y repense... J'expliquais, nous, voilà, nous, on mate le film, on prend des notes, Théo raconte, et moi, j'ai des flashbacks, tu vois. Et je me dis, mais... Pourquoi on l'a rematé? Pourquoi j'aime ça? Tu vois, je suis bizarre. Parce que rien ne va, tout est bancal. C'est Tout ça est qui bancal, est génial dans tout ce est film. bancal. Même quand il se passe rien, c'est raté. Oui, j'avoue. Et tu dis qu'il y a une tentative de faire un truc sympa. Il y a vraiment une tentative. Le côté les masques, on ne sait pas qui est le tueur, etc. Bah bon. Mais c'est Pas de bol, hein. Ouais, C'était bien tenté, Voilà. mais c'est bien raté également. c'est un bon c'est moins. Hein. Voilà. Ah, moi, je lui mettrais un D, tu vois, pas un F pour pas lui dire non, t'as tout raté, je veux bien l'encourager, mais je lui mets pas la moyenne. Oui, c'est parce qu'il est gentil quand même. Voilà, tu vois. Il est brave, Allez, cet un D+, enfant. tu vois. Voilà. Il est brave cet enfant. C'est bon. Bon, Olivier, est-ce que nous pouvons passer à la catégorie des bullet points? Oui. Alors, vas-y. Premier bullet point. Et pour moi, le sommet de ce film, High Pike, le grand-père. Oui. Si vraiment vous pigez rien du tout à l'anglais, vous pouvez le regarder en français, mais si vous le regardez en anglais, je vous jure que ça rajoute d'entendre la voix, mais incompréhensible du grand-père dans les trois quarts de... Et en plus, il cabotine, Ah ouais. il vole toutes les scènes dans lesquelles il participe. Moi, ce film m'a donné du coup envie de revoir Blade Runner pour trouver High Pike dans le tas. Quoi. Putain, s'il joue comme ça doit être incroyable. Ah, moi, j'ai bien. Mais ce film, je trouve qu'il a. C'est un feel good movie en fait. Je trouve que quand tu le mates, t'es bien. C'est vraiment être à l'aise dans la médiocrité. C'est vraiment ça. Voilà. Tu pourrais aller faire du sport, te lever. Bon, tu vas manger des chips et regarder Netflix. Voilà, ça fait à peu près le même effet, ce film, je trouve. On pourrait mater un bon film, un cinéma d'auteur, etc. Bon, on va rien comprendre, mais c'est rigolo. Tu vois. J'ai adoré le graphisme du film. Vraiment, premier degré, je trouve que ce film est drôle. Enfin, j'ai adoré. Calmez-vous. Hein.
ce film me plaît entre autres parce qu'il a un graphisme un peu chelou, tu vois. Moi, un truc qui me plaît particulièrement dans ce film, c'est que j'ai vu beaucoup de films qui tournaient autour de Halloween et qui passaient vraiment à côté du concept. Ce film est 100% Halloween. Ah oui, on est dedans. Ça ouais. tourne autour de la soirée d'Halloween. Il y a des costumes, il y a des enfants qui cherchent des bonbons, il y a des citrouilles. C'est il y a actrice des- porno. Non, tout est là pour... C'est le film parfait si vous êtes à une soirée d'Halloween. Vous pouvez le mettre en fond et personne regarde, personne écoute. Mais je vous garantis que quand les gens reviennent, ils tomberont sur quelque chose de ridicule et ils ne seront pas perdus dans cette intrigue. Ah, c'est sûr, ils vont tourner la tête. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a des nichons. Du coup, ça attire l'œil. Gougoute. Est-ce que tu as un autre bullet point? Alors bon, bien entendu, le boléro. Le check metal. Le check metal, Check metal. est un... Mais en effet, le grand-père. Hein. Le grand-père, assez impressionnant. Hein. C'est 80% du film, c'est le grand-père, hein, clairement. Et 20%, après, pour moi, c'est l'absence de sourcils de la mère. Franchement, on n'a pas suffisamment détaillé la maman, hein, mais... Elle est intense, hein. Elle est intense. Hein. La scène où le début où elle pète la citrouille, moi, ça m'a révolutionné. Pour moi, un autre bullet point, c'est effectivement ce que tu m'as fait remarquer là pendant l'enregistrement. Le fait que, bah, du coup, le tueur, c'était pas l'un des satanistes. Il tue effectivement Bill au début du film, mais après ça, tous les trucs chelous, fucked up qui se passent dans cette ville, ça n'est jamais les satanistes. Les satanistes se marquent au marqueur et boivent du sang de chèvre. Ça va. Ça va. Ils s'engueulent, ils font de la muscu, tu vois. Franchement, straight age. Donc voilà, on dédicace ce film à tous nos fans satanistes. Voilà, exactement. Restez purs. Et bah, du coup, on va terminer. Ouais. Merci aux gens qui s'abonnent, merci à ceux qui regardent encore. Ouais, j'avoue. Merci. Merci à Diane de regarder. Voilà. Diane. Pas merci à ma maman qui du coup va regarder le Fossoyeur de film ou autre Oh, chose. voilà, j'avoue. Et bah, n'hésitez pas à nous faire des suggestions de films si vous en avez. Avec plaisir. Allez, à bientôt pour j'espère un meilleur film quand même. Ciao.